Mon frère a cassé le MacBook Pro M3 de ma fille parce qu'elle refusait de le prêter à son fils. Puis il l'a insulté. Voilà ce qui arrive quand les enfants n'ont pas de père pour leur apprendre les bonnes manières. Mes parents ne l'ont pas arrêté. Ils ont continué, la traitant d'égoïste et disant qu'elle l'avait bien cherché. Ma fille de 10 ans est restée assise là, les larmes coulant sur ses joues, le soir de sa remise de diplôme de primaire. Je suis restée silencieuse un instant. Mais quand ils ont enfin compris ma réaction, ils ont paniqué. Bon, vous deux, prenez un café, parce que c'est un drame familial incroyable. Je m'appelle Teresa, j'ai 43 ans. Il y a 4 ans, mon mari est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail. Un instant, il était là, l'instant d'après. J'organisais ses funérailles et je me demandais comment j'allais élever notre fille Everly seule. Elle n'avait que 6 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle est plus intelligente que jamais et elle est la lumière de ma vie. Je gère une petite chaîne de 3 supérettes dans la banlieue de Miami. Ce n'est pas le grand luxe, mais mes horaires sont suffisamment flexibles pour que je puisse être là pour les allers-retours à l'école, les événements scolaires, bref, tout ce qui compte. Everly et moi avons construit une petite routine tranquille, toutes les deux contre le monde. Ce qui s'est passé ce soir-là, lors de son dîner de remise de diplôme, a tout bouleversé et a révélé des failles dans ma famille que je ne pouvais plus ignorer. Si vous aimez les drames familiaux authentiques aux conséquences brutales, abonnez-vous et activez les notifications. Cela permet à la chaîne de vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Croyez-moi, vous n'en verrez pas la fin venir. Entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi une seule nuit a suffi à tout changer, je dois d'abord vous parler de ma famille. J'ai une sœur aînée, Valérie. Elle a 46 ans, n'a jamais été mariée et dirige une entreprise de comptabilité indépendante florissante depuis son domicile. Depuis le décès de mon mari, Valérie est devenue bien plus qu'une simple tante pour Everly. Elle a emménagé chez nous les premiers mois et s'est occupée de tout ce que je ne pouvais pas faire. Les courses, les histoires du soir, les lessives à n'en plus finir. C'est elle qui est restée auprès d'Everly quand les cauchemars ont commencé, les premières semaines, et qui lui a expliqué avec douceur pourquoi papa n'était pas là. Même après son retour chez elle, Valérie a pris l'habitude d'être présente à chaque spectacle scolaire, à chaque réunion parents-professeurs que j'ai dû manquer à cause de l'inventaire, à chaque petit moment important. Everly s'illumine quand Valérie franchit la porte et l'appelle « Tante Valérie » avec son grand sourire. Pour moi, elle a été un véritable pilier, le seul membre de la famille qui ne m'a jamais jugé ni abandonné pendant les années les plus difficiles. Nous nous sommes tellement soutenus, et elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Il y a aussi mon petit frère, Hunter. Il a 39 ans, il est marié à Kendra, qui a 38 ans, et ils ont un fils, Beckett, qui a 8 ans. Hunter a toujours été le chouchou de mes parents, l'enfant modèle, celui qui était parfait. En grandissant, cela se manifestait par de petits gestes, comme recevoir le nouveau vélo en premier, la plus grande chambre lors de la rénovation de la maison, ou encore la douceur dont on faisait preuve à l'heure du couvre-feu. À l'âge adulte, ce schéma s'est accentué. Mes parents voyaient en Hunter le fils qui avait réussi, celui qui perpétuait leur héritage grâce à son travail de freelance et ses livraisons aux commerces locaux, incarnant ainsi la famille idéale. Kendra correspondait parfaitement à cette image, toujours impeccable, toujours fière de ses réussites. Il traitait Beckett comme la petite fille qui méritait tout, sans contrepartie. Il y a 2 ans, mes parents ont annoncé qu'ils emmenaient Hunter, Kendra et Beckett faire une croisière de luxe de 10 jours dans les Caraïbes. Ce n'était pas un événement marquant, car, disait-il, le coût total dépassait facilement les 12 000 $ en comptant le surclassement de la cabine, les excursions, les dépenses et les vols. Ils étaient ravis de l'organiser, nous montrant des brochures et parlant sans cesse de la façon dont Beckett adorait le club enfant et les sorties plongées. Les photos ont ensuite envahi nos conversations familiales. Ponts ensoleillés, bon dîner, que des sourires. C'était magnifique, et j'étais sincèrement heureuse pour eux. Peu après, Everly a commencé à parler de son envie de prendre quelques jours de vacances. Elle travaillait dur à l'école et a évoqué un week-end dans un des grands parcs d'attractions d'Orlando, peut-être 2 nuits, quelques jours au parc, rien d'extravagant. Le tout m'aurait coûté environ 1 500 $ au maximum, mais avec les achats incessants et les factures qui s'accumulaient, c'était exagéré. J'ai demandé nonchalamment à mes parents s'ils pouvaient participer un peu, comme ils l'avaient fait pour les voyages de la famille de Hunter par le passé. Mon père a dit que l'argent était rare à cause de réparations imprévues à la maison, et ma mère a convenu qu'il valait peut-être mieux attendre. Je n'ai pas insisté. Au lieu de cela, j'ai économisé au magasin, j'ai pris des cours supplémentaires et j'ai réussi à me contenter d'une version plus modeste, une journée au parc avec une nuitée à proximité. Everly s'est bien amusée, mais je l'ai surprise à comparer discrètement ses impressions avec celles de Beckett qui se vantait de ses croisières lors de la réunion de famille suivante.
Ce traitement inégal se manifestait aussi dans les cadeaux. L'année dernière, quand Beckett a eu de bonnes notes, surtout des B et quelques A, mes parents ont mis le paquet. Ils lui ont offert un équipement de jeu complet, un écran haut de gamme, un casque sans fil, des manettes supplémentaires, des jeux, tout le nécessaire. Ça a dû leur coûter près de 2500 $. Ils l'ont présenté lors d'un dîner de famille, en faisant tout un plat, expliquant à tout le monde combien ils étaient fiers des efforts de leur petit-fils et qu'il méritait bien un cadeau spécial pour se détendre. Beckett rayonnait, et Hunter et Kendra les ont remerciés chaleureusement. Quelques mois plus tôt, pour les notes d'Everly, que des A et des compliments de ses professeurs, mes parents lui ont offert un chèque cadeau de 75 $ pour une librairie en ligne. Il était dans une simple enveloppe, sans couverture ni mots, juste un petit « continue comme ça ». Quand ils ont ensuite demandé à Beckett ses derniers scores aux jeux vidéo, Everly les a remerciés poliment, toujours aussi aimable. Mais plus tard dans la soirée, elle a demandé pourquoi son cousin semblait recevoir plus de cadeaux pour ses bons résultats. J'ai fait comme si de rien n'était, en me disant que chacun exprime son amour à sa façon. Il y avait aussi des moments plus calmes qui comptaient. Lors des réunions de famille, Beckett prenait parfois place à côté d'Everly, et Kendra souriait en disant « Les garçons sont des garçons ». Tandis que mes parents détournaient le regard, Hunter la reprenait rarement, ajoutant parfois que les cousins devaient tout partager. Je me retenais la plupart du temps, ne voulant pas transformer de simples réunions en disputes. Ce qu'ils n'ont jamais vraiment compris, c'est le poids financier que je portais depuis des années. Après de mauvais choix d'investissement à la soixantaine, mes parents avaient du mal à joindre les deux bouts avec une retraite stable. Ils avaient trouvé une maison confortable de 3 chambres dans une banlieue correcte de Miami, mais le loyer était de 2500 $ de plus par mois que ce qu'ils pouvaient se permettre. Je suis intervenu discrètement, en leur demandant seulement 800 $ et en couvrant la différence par le biais de l'entreprise. Chaque mois, je leur versais également 1000 $ supplémentaires sur leur compte pour les factures, les courses, les participations aux frais médicaux, bref, pour tout ce qui se présentait. Ce n'était pas un prêt, ni quoi que ce soit d'autre dont j'ai fait le suivi. C'était simplement ce que je faisais pour assurer leur sécurité. Année après année, ce soutien s'élevait à environ 30 000 $ prélevés directement sur les recettes de l'épicerie. Hunter était au courant. Il avait un jour fait remarquer ma fiabilité, mais il n'avait jamais contribué financièrement ni suggéré de partager les frais. Mes parents l'acceptaient sans poser de questions, considérant cela comme normal pour un enfant sage. Valérie avait clairement perçu le déséquilibre et avait essayé d'y remédier dès le début, en soulignant à quel point la situation était unilatérale. Ils l'ont écoutée, ont acquiescé et ont promis de mieux équilibrer les choses. Puis rien n'a changé. Finalement, elle a consacré tout son temps à subvenir aux besoins d'Everly et de moi à plein temps. J'ai continué les virements mois après mois, me disant que c'était pour la stabilité familiale. Avec le recul, je vois combien de temps j'ai laissé la situation s'envenimer. Tout cela a mené à la fin du printemps de cette année, lorsqu'Everly a terminé sa 5e année. Elle avait travaillé incroyablement dur toute l'année et était restée concentrée, même lorsque les devoirs s'accumulaient et que ses amis jouaient dehors. Ses notes finales étaient parfaites, que des A, et ses professeurs avaient même souligné sa maturité et son esprit d'équipe en classe. Avec la rentrée au lycée cet automne, je savais qu'elle aurait besoin d'un ordinateur portable fiable pour ses recherches en ligne et pour rester organisée. Les commerces de proximité connaissaient des difficultés ces derniers mois, alors j'ai commencé à mettre de l'argent de côté spécialement pour un MacBook Pro M3. Ce n'était pas donné, près de 2000 $ avec les caractéristiques dont elle avait besoin, mais je voulais qu'elle ait un ordinateur qui lui serve pendant tout le lycée. Ce serait son grand cadeau de fin d'études, quelque chose d'utile qui témoignerait de ma fierté pour tout ce qu'elle avait accompli par elle-même. J'ai décidé d'organiser un petit dîner de remise de diplôme à la maison pour fêter ça. Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture, quelques décorations et ses proches. J'ai commandé la pizza au fromage préféré d'Everly chez son pizzeria préféré, de la salade fraîche, des pousses d'ail et un gâteau personnalisé avec les félicitations à la diplômée écrites aux couleurs de son lycée. Pour la table, j'ai disposé de simples ballons bleus et blancs, une petite banderole au-dessus de la salle à manger et des fleurs fraîches du marché près d'une de mes boutiques. Le jardin était idéal pour cette douce soirée de Miami, alors j'y ai installé des chaises supplémentaires avec des guirlandes lumineuses achetées en solde. C'était un moment spécial sans être extravagant, exactement ce qu'elle méritait après une année si réussie. J'ai invité 3 des meilleurs amis d'Everly, rencontrés à l'école, ainsi que les enfants de leurs parents, qu'elle connaissait depuis la maternelle et qui avaient toujours été là pour elle. Valérie serait là, bien sûr. Elle avait déjà demandé ce qu'elle pouvait apporter et insistait pour apporter un dessert supplémentaire. Il y avait aussi mes parents et la famille de Hunter. J'ai hésité plusieurs jours avant de les inviter. Une partie de moi voulait une fête intime et sans stress,
juste les personnes qui avaient toujours été présentes. Mais Everly les considérait toujours comme ses grands-parents et ses cousins, et elle avait mentionné à plusieurs reprises que certains de ses camarades de classe avaient organisé de grandes réunions de famille pour leur remise de diplôme. Je ne voulais pas qu'elle se sente exclue à cause de problèmes d'adultes. J'ai donc invité Hunter, Kendra Beckett et mes parents, en me disant que c'était pour elle, une soirée où elle pourrait avoir tout le monde réuni comme une famille normale. Le soir venu, la maison vibrait d'une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Everly portait sa robe préférée, les cheveux retenus par un ruban, sautillant partout et m'aidant à mettre la table. Ses amies sont arrivées les premières, pleines d'énergie, la félicitant et lui offrant des cartes qu'elles avaient confectionnées en classe. Leurs parents avaient apporté des petits livres cadeaux, des cartes cadeaux pour le centre commercial et un joli carnet. Nous nous sommes retrouvés au salon, mangeant et discutant tandis que les enfants couraient entre le jardin et la salle à manger. Mes parents sont arrivés ensuite, serrant Everly dans leurs bras et lui faisant remarquer combien elle avait grandi. Hunter, Kendra et Beckett sont arrivés peu après, et Beckett a immédiatement rejoint les autres enfants dehors. Valérie est arrivée en dernier avec un paquet magnifiquement emballé et une plaque de cuisson. Elle serra Everly dans ses bras et lui dit combien elle était fière de la jeune femme qu'elle devenait. Assises ensemble sur le canapé, Valérie l'interrogea sur son projet préféré de l'année et l'écouta attentivement décrire une expérience réalisée lors d'un concours scientifique qui avait remporté le premier prix. Je les observais depuis la cuisine, envahie par une immense gratitude. Valérie avait choisi un coffret de dessin comprenant des feutres professionnels, des carnets de croquis et des crayons de couleur, des choses dont elle parlait depuis des mois. Lorsqu'elle l'ouvrit, son visage s'illumina et elle enlaça Valérie, la remerciant sans cesse. Elles passèrent un moment à feuilleter le coffret, Valérie suggérant des idées de dessin pour l'été, leur rire remplissant la pièce. C'était un de ces moments qui justifient tous les préparatifs, de voir ma fille entourée d'une telle affection. La soirée se déroula ensuite sans accroc. Chacun prit place à table pour des conversations mêlant souvenirs d'école et projets d'été. Everly, assise au milieu, rayonnait tandis que ses amis racontaient des anecdotes amusantes de l'école. Beckett jouait dehors avec les plus jeunes, et pendant un moment, on se serait cru à une vraie fête. Mes parents ont posé quelques questions à Everly sur ses professeurs, et Kendra a complimenté la décoration. Hunter restait discrète, le nez sur son téléphone de temps en temps, mais l'ambiance demeurait détendue. J'ai croisé le regard d'Everly une fois, et elle m'a adressé ce sourire discret qui disait que tout était parfait. Après le dîner, le moment tant attendu est arrivé. Je me suis faufilé dans le bureau pour récupérer la boîte que j'avais cachée, emballée dans un simple papier argenté avec un ruban qu'Everly avait choisi des semaines auparavant. Tout le monde était déjà au salon, les enfants bavardant sur le canapé pendant que les adultes terminaient leur café. Je l'ai apporté et posé sur la table basse devant elle. Encore une chose, ma chérie. C'est la plus grosse. Les yeux d'Everly se sont écarquillés devant la taille de la boîte. Elle a soigneusement décollé le papier, couche par couche, comme elle le fait toujours avec les cadeaux qu'elle a envie de recevoir. Ses amies se sont penchées, curieuses. Quand le logo Apple est apparu, elle a poussé un cri d'admiration. « Maman, c'est celui-là ? Ouvre-le et tu verras, dis-je en souriant. » Elle souleva le couvercle, sortit le MacBook Pro M3 et le contempla un instant. « Unsilence installa. » Puis elle leva les yeux vers moi, son visage s'illuminant d'un sourire radieux, le plus grand que je lui ai vu depuis des mois. « Maman, tu m'as offert le nouveau. Le M3. C'est exactement ce qu'il me fallait pour l'année prochaine. » Elle se leva et me serra fort dans ses bras. Un câlin si chaleureux qu'il faisait oublier toutes les heures supplémentaires. Ses amis l'entourèrent, la huant et bavant d'admiration devant l'écran lorsqu'elle l'alluma pour la première fois. Valérie prit des photos et lui dit à quel point il était parfait pour tous ses projets. Beckett était resté dans les parages tout ce temps, observant la scène avec ce regard intense qu'il a quand il veut quelque chose. Alors qu'Everly commençait à explorer l'ordinateur, il s'avança. « Je peux le voir une minute ? Je veux juste jeter un coup d'œil. » Everly hésita, le serrant plus fort contre elle. « C'est mon cadeau de fin d'études, Beckett. Peut-être après que j'ai fini de le monter. » « Allez, une seconde. » I'll insist et tendit la main. Elle recula légèrement. « Non merci. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. » Hunter leva les yeux de son téléphone, de l'autre côté de la pièce. Il le posa et s'approcha. « Everly, ne fais pas cette tête-là. Laisse ton cousin regarder. Ce n'est rien. Il est à moi, oncle Hunter, dit-elle poliment mais fermement. Je viens de le recevoir. » Hunter se pencha et lui prit le MacBook des mains avant qu'elle ne puisse réagir. Ne voyant rien d'inquiétant, il le retourna et fit semblant d'examiner les ports. Everly se leva et essaya de le reprendre. « Rends-le-moi, s'il te plaît. » Kendra intervint depuis le canapé. « Elle a raison, Hunter.
Laisse-le le tenir une minute. Le partage, c'est important. La voix d'Everly monta un peu. Maman, tu peux lui dire de me le rendre? Je me rapprochai. Hunter, ça suffit. Rends-le à Everly. C'est son cadeau. Il leva les yeux au ciel. Détends-toi, Teresa. Je regarde, c'est tout. Les enfants d'aujourd'hui ont tout à portée de main et oublient les bonnes manières. La tension montait. Mon père s'éclaircit la gorge. Elle est un peu égoïste. Tu ne penses pas que la famille devrait partager? Les yeux d'Everly s'écarquillèrent. Ce n'est pas une question de partage. Il est tout neuf. Hunter le brandit plus haut, hors de portée. Voilà ce qui arrive quand on gâte les enfants au lieu de les éduquer. Son ton était sec et agressif. Il changea de prise, puis, comme s'il lui avait glissé des mains, mais avec force, il laissa tomber le MacBook sur le parquet. L'impact résonna dans un bruit sourd et sinistre. Uncoin assis de forma. L'écran vacilla étrangement en atterrissant face vers le haut. Everly eut un hoquet et s'agenouilla à côté, essayant de le soulever. Non, non. Unsilenced more Essenstalla. Ses amis la fixaient, abasourdis. Valérie porta la main à sa bouche. Kendra détourna le regard. Beckett restait là, les yeux écarquillés, silencieux. Ma mère prit la parole la première. Eh bien, peut-être qu'elle apprendra maintenant à être moins possessive. Mon père acquiesça. Exactement. De tels cadeaux impliquent des responsabilités. Everly pleurait à présent, des larmes silencieuses coulant sur ses joues tandis qu'elle serrait contre elle l'ordinateur portable endommagé comme s'il était irréparable. Quelque chose en moi se brisa. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste un silence froid et net. J. Regardai Hunter. Dehors, grognatait-il. Allez, Teresa. C'était un accident. Dehors tous, maintenant. Kendra attrapa son sac à main. C'est ridicule. Ce n'est qu'un ordinateur. Mes parents se levèrent lentement, me lançant des regards déçus comme si c'était moi qui exagérais. Hunter prit Beckett dans ses bras, qui n'avait pas dit un mot. Ils se dirigèrent vers la porte sans jeter un autre regard à Everly, étendue sur le sol. J'ouvris la porte d'entrée en grand. Ne revenez pas tant que vous n'êtes pas prêt à vous excuser, et même là, ne vous en donnez pas la peine. La porte se referma derrière eux avec un dernier clic. La porte se referma, ne laissant derrière elle que les sanglots silencieux d'Everly dans le silence soudain. Je m'agenouillai près d'elle et la pris dans mes bras. Elle enfouit son visage dans mon épaule, tremblante. Le MacBook cassé resta un instant oublié entre nous. Je suis vraiment désolé, ma chérie, murmurai-je en lui caressant les cheveux. Ce n'est absolument pas de ta faute. Les parents de son ami échangèrent des regards gênés et marmonnèrent qu'il ferait mieux de sortir. J'acquiesçai d'un signe de tête reconnaissant tandis qu'ils rassemblaient leurs enfants. L'un d'eux me serra le bras en allant vers la porte et promit de donner des nouvelles demain. Les amis d'Everly la prirent rapidement dans leurs bras, l'air confus et bouleversé. En quelques minutes, la maison se vida et nous ne fûmes plus que toutes les trois, moi, Everly et Valérie. Valérie ne dit pas grand-chose au début. Elle s'assit simplement par terre avec nous et caressa le dos d'Everly en faisant de lents mouvements circulaires. Au bout d'un moment, quand ses sanglots se calmèrent, elle dit doucement. « On va monter avec toi, ma chérie. Tu n'es pas obligée de rester ici avec ce bazar ce soir. » Everly hocha la tête, hébétée, et nous laissa l'aider à se relever. J'ai apporté l'ordinateur portable cassé au bureau et l'ai posé sur le bureau, hors de vue. Valérie a emmené Everly dans sa chambre et l'a aidé à enfiler son pyjama et à se glisser sous les draps. Je suis resté dans le couloir, à écouter leurs voix étouffées. Valérie l'a rassuré en lui disant que demain nous trouverions une solution pour que l'ordinateur puisse être réparé ou remplacé. Le plus important était la force dont Everly avait fait preuve toute la soirée. Il a fallu du temps, mais finalement, sa respiration s'est apaisée et elle s'est endormie. Valérie est descendue et m'a trouvé dans la cuisine, le regard dans le vide, débarrassant la pièce machinalement. Sans rien demander, elle nous a servi de l'eau à toutes les deux et s'est assise à l'évier. « Tu veux rester ce soir ?» ai-je demandé. Elle a acquiescé aussitôt. Nous avons nettoyé en silence, empilant la vaisselle, essuyant les surfaces, repliant les chaises du jardin. Aucune de nous n'a évoqué les propos de Hunter ni le soutien que mes parents lui avaient apporté. Ces mots planaient, lourds dans l'air. Une fois le ménage terminé, Valérie a rangé la chambre d'amis et nous nous sommes souhaités bonne nuit. J'ai vérifié une dernière fois si Everly allait bien avant de m'effondrer dans mon lit, épuisée et à bout de force. Au matin, ma colère s'était muée en une froideur inattendue. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café et je me suis installé avec mon MacBook endommagé. Un coin était fortement enfoncé et, lorsque je l'ai allumé, l'écran clignotait, des lignes apparaissant sur un côté. Everly dormait encore, alors je suis sorti et j'ai appelé le commissariat, numéro non urgent. Les policiers ont écouté calmement mon explication.
Il s'agissait de dégradation volontaire lors d'une réunion de famille, estimée à environ 2000 $. Les caméras de surveillance de la maison avaient tout filmé. Un agent est arrivé dans l'heure, poli et professionnel. Il a pris ma déposition, a pris des photos de l'ordinateur portable sous différents angles et a visionné l'enregistrement que j'avais téléchargé. Il m'a demandé si je souhaitais porter plainte immédiatement. J'ai répondu que je devais d'abord consulter un avocat, mais que je voulais tout de même un rapport. Il a hoché la tête, m'a donné le numéro de dossier et est parti en me disant d'une voix calme: « Prenez soin de vous. » Valérie était déjà levée et préparait le petit déjeuner tandis qu'Everly descendait lentement. Ma fille avait l'air épuisée, les yeux gonflés, mais elle esquissa un sourire lorsque Valérie posa des crêpes devant elle. Nous avons mangé presque en silence, et je l'ai rassurée une fois de plus en lui disant que nous aurions bientôt un nouvel ordinateur. Ce soir-là, ma fierté pour sa remise de diplôme restait intacte. Elle picorait dans son assiette et m'a demandé une fois si Becky allait bien. Je lui ai dit honnêtement que ce n'était plus notre problème. Les jours suivants, la réalité m'a rattrapé. J'ai contacté Case, un avocat que j'avais consulté pour des transactions commerciales dans les magasins. Il a pris du temps pour moi cet après-midi-là. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau où je lui ai tout expliqué. Les images, le rapport de police, les photos des dégâts. Case a écouté attentivement et a pris des notes. Les dégâts matériels, c'est simple. Il a dit qu'avec la vidéo, il était clair que ce n'était pas un accident. Nous pouvons intenter une action civile pour obtenir le remboursement des frais et éventuellement une indemnisation pour le préjudice moral, compte tenu de son âge et du contexte. J'ai demandé s'il fallait inclure les commentaires, le contexte qui avait mené à l'incident. Il a hoché la tête, pensif. Cela a permis de contextualiser l'intention et les faits. Pendant que j'étais là-bas, j'ai pris une autre décision. Je me suis connecté à mon application bancaire sur mon téléphone et j'ai immédiatement interrompu le virement mensuel automatique vers mes parents. Ensuite, j'ai envoyé un courriel à mon agent immobilier pour lui demander de préparer un nouveau bail au prix du marché, à compter du mois prochain, avec préavis. Case a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Il comprenait que la situation dépassait le cadre de l'ordinateur portable. Everly a passé ses journées près de la maison, plus calme que d'habitude. Valérie venait tous les soirs lui apporter des plats à emporter ou l'aider à lire des lectures d'été légères pour l'occuper. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la suite, mais le changement semblait définitif. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont commencé à en réaliser les conséquences. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Hunter a appelé le premier, laissant des messages vocaux que je n'ai pas écoutés avant de bloquer le numéro, puis Kendra, puis mes parents sur leurs 2 lignes. Des SMS sont arrivés avant que je ne bloque ces 2 messages, allant de la confusion à la colère pure, exigeant que je m'explique et que je les laisse rencontrer Everly pour régler le problème. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Valérie m'a aidé à bloquer complètement ses propres appels lorsque ma mère a essayé de me joindre par son intermédiaire. Un jour, Everly m'a demandé pourquoi grand-mère n'avait pas appelé pour prendre de ses nouvelles, et je lui ai dit honnêtement que certaines personnes ont besoin de temps pour réfléchir à leurs actes. Elle l'a accepté sans un mot et est passée à autre chose. La tentative la plus inquiétante s'est produite une dizaine de jours plus tard. Le collège où Everly devait entrer à la rentrée m'a envoyé un rappel automatique concernant les documents d'inscription. Une note du secrétariat était jointe, indiquant qu'une personne se présentant comme sa tante avait appelé pour se renseigner sur l'autorisation de venir la chercher et les détails de l'emploi du temps. Ils ont suivi la procédure et ont d'abord vérifié avec moi. Il s'agissait de Kendra. J'ai immédiatement mis à jour la liste des contacts autorisés, en ne gardant que Valérie et moi, et je les ai informés de la situation sans entrer dans les détails. L'administration a pris cela au sérieux et m'a assuré qu'aucune information n'avait fuité. Case a rapidement agi sur le plan juridique. Il a déposé une plainte au civil pour dommages matériels et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle à une mineure, en s'appuyant sur la preuve vidéo claire et le contexte d'une fête de famille. Les documents ont été signifiés à Hunter en moins d'1 semaine. Sa réponse, transmise par son avocat, fut un démenti classique. Il affirma d'abord qu'il s'agissait d'un accident, et continua de le faire. Pour la famille, cela prit des proportions démesurées. Nous avons programmé une audience préliminaire afin de déterminer les mesures de protection immédiate. Case s'y est préparé méticuleusement, rassemblant le rapport de police, des captures d'écran de la vidéosurveillance et les déclarations de 2 des parents présents ce soir-là. Ils acceptèrent de témoigner si nécessaire, choqués par la tournure qu'avait prise la soirée. Lorsque l'avocat de Hunter constata la solidité des preuves la vidéo horodatée montrant la chute intentionnelle et les images d'Everly en larmes juste après l'accident, il changea rapidement de stratégie. Des négociations en vue d'un règlement à l'amiable commencèrent presque aussitôt afin d'éviter un procès interminable. Les modalités furent négociées au fil de plusieurs appels.
Hunter accepta de verser $9 000, en soit $2 000 au total, pour le remplacement du MacBook et ses accessoires. Le reste couvrait le préjudice émotionnel documenté et les séances de thérapie qu'Everly pourrait nécessiter ultérieurement. Pour moi, il ne s'agissait pas d'argent, mais de responsabilisation. Case m'a expliqué qu'en acceptant, j'éviterais un procès complet où des détails personnels sur l'histoire familiale pourraient être exposés publiquement. J'ai signé. Lors de cette même audience, le juge a prononcé une ordonnance de protection temporaire. Celle-ci interdisait à Hunter de s'approcher à une certaine distance d'Everly ou de la contacter directement pendant 6 mois, renouvelable si les circonstances l'exigeaient. Le juge a brièvement visionné l'extrait vidéo dans son cabinet et s'est adressé aux deux parties avec calme mais fermeté. Cet incident s'est produit lors de ce qui aurait dû être un moment de joie pour la famille. Il a déclaré que le fait de remettre un bien de valeur devant un enfant, quelles que soient les intentions et les contestations, constituait une transgression. Les propos tenus sur le coup témoignent d'un manque de discernement, et le tribunal prend très au sérieux le bien-être des mineurs. Il a regardé mes parents, venus soutenir Hunter. Les dynamiques familiales sont complexes, mais tolérer ou excuser un comportement qui nuit à un enfant est inacceptable. J'espère que toutes les parties profiteront de ce moment pour réfléchir. Mes parents ont quitté la salle d'audience sans m'adresser la parole. Hunter a signé les documents, l'air abattu. Kendra, à ses côtés, lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Case m'a serré la main après coup et a dit que c'était une bonne issue compte tenu des circonstances, nette et forcée, avec de réelles conséquences financières. Everly n'a pas assisté à l'audience. Valérie l'a emmené manger une glace ce jour-là et a essayé de maintenir une certaine normalité. En rentrant, elle m'a demandé comment ça allait. J'ai fait simple. Les adultes s'étaient mis d'accord sur des règles pour la sécurité de tous, et c'est tout. Elle a hoché la tête, plus intéressée à me montrer un dessin qu'elle avait réalisé avec son nouveau matériel de dessin. Le chèque de règlement est arrivé 2 semaines plus tard. Je l'ai utilisé pour acheter le nouveau MacBook, avec une coque de protection cette fois-ci. Everly l'a installé elle-même, en transférant soigneusement les fichiers, et semblait soulagée de le retrouver. Au cours des mois suivants, les choses ont peu à peu changé. Mes parents ont signé le nouveau bail et ont essayé de m'appeler plusieurs fois au début. N'y parvenant pas, ma mère a contacté Valérie et lui a demandé si elle pouvait discuter de l'augmentation de loyer avec moi. Valérie a écouté en silence, puis a déclaré que la décision était définitive et qu'ils devaient se concentrer sur la recherche d'un logement plus abordable. C'était leur dernière tentative directe. Ils ne pouvaient plus suivre l'inflation. Alors, dès le début de la procédure d'expulsion, pendant le délai de grâce, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont fait leurs valises et ont déménagé en quelques semaines dans un studio plus petit, dans un quartier moins cher de la banlieue de Miami. Pas de lave-vaisselle, pas de buanderie, le strict minimum. J'en ai entendu parler par un ami commun qui les a vus, l'air épuisé, dans un supermarché. Ils n'ont jamais demandé d'aide pour déménager. Le travail indépendant de Hunter a aussi souffert. Certains de ses fournisseurs étaient en contact avec des commerces locaux que je connaissais par le biais de ces magasins. L'information s'est répandue et quelques contrats ont discrètement expiré. Rien de dramatique, juste moins d'opportunités. Kendra a fini par augmenter son temps de travail dans un magasin pour compenser et passer d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein. Ils ont réduit leurs dépenses autant que possible, mais l'indemnité de départ avait déjà pesé sur leur budget. Beckett a été inscrit dans une école publique l'année suivante. L'école privée qu'il préférait avait encore une liste d'attente et, vu leurs difficultés financières, c'était la solution la plus logique. Il s'est adapté d'après ce que j'ai entendu dire. Les tentatives de réconciliation ont échoué. Un jour, mes parents m'ont envoyé une lettre manuscrite sur les liens familiaux et le pardon. Je l'ai retournée non ouvert. Hunter a essayé un autre numéro quelques mois plus tard et a laissé un court message vocal disant qu'il voulait parler pour le bien de l'enfant. Je l'ai supprimé et bloqué également. Kendra a envoyé un email pour s'excuser de manière vague, disant qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je n'ai pas répondu. Valérie, de son côté, a répondu à quelques demandes indirectes transmises par de vieux amis de la famille. Les réponses étaient polies mais fermes, aucune place disponible. Je continuais à avancer jusqu'à être prêt à me reconstruire. Mon MacBook est devenu mon outil de travail, mon espace de projet et de réflexion. Honnêtement, après mes études, j'ai rejoint un club de commerce et investi du temps et de l'argent dans la technologie et le design numérique pour développer ma créativité. Les week-ends avec Valérie sont devenus une routine. Elle orientait les gens vers la pâtisserie ou parlait de son rôle dans le film avec fierté. Elle avait un don pour créer un espace chaleureux, des étagères pour les livres, un bureau lumineux, tout était prêt au bon moment. Chaque jour, je cherchais à devenir à la fois un meilleur parent et un meilleur entrepreneur, en planifiant l'avenir avec sérieux.
Nous avons aussi créé de nouvelles traditions. Le vendredi soir, nous nous arrêtions dans l'un des magasins après la fermeture, inventant des histoires ensemble en écoutant ces exercices d'orthographe. De petites escapades quand le temps le permettait, une journée à la plage, une autre près d'un site local. La vie semblait plus stable, plus calme dans le bon sens. Je n'ai pas gagné une bataille, j'ai protégé ce qui comptait. Avec le recul, le favoritisme et le manque de responsabilité avaient lentement détruit les choses pendant des années. Protéger Everly signifiait tracer une limite qui ne pouvait plus jamais être franchie. Couper les liens n'a pas été facile, mais cela nous a donné l'espace nécessaire pour nous concentrer sur l'essentiel. Un foyer où elle se sentait en sécurité, valorisée et libre d'être elle-même pointée.